Imaginez un instant un monde où rien n'est vraiment inerte. Un monde où un arbre, une rivière, un animal, tout est vivant, tout a quelque chose à dire. Dans les cultures anciennes, ce n'était pas une fiction, c'était la réalité. Ensemble, on va essayer de décrypter cette vision du monde, où la nature était un immense livre de signes. Alors, pour commencer, on va se poser quelques questions un peu étranges. La première nous emmène à Rome. Tout le monde connaît l'histoire de Romulus et Rémus allaités par une louve. Mais le mythe dit aussi qu'ils ont été nourris par un figuier. Un figuier. Comment est-ce qu'un arbre peut bien allaiter des bébés? Deuxième énigme, en Grèce cette fois, on parle du sacrifice d'un bœuf. C'est un acte violent, on est d'accord. Et pourtant, les textes décrivent ça comme une mort douce, et même consentie par l'animal lui-même. Comment est-ce possible? C'est une sacrée contradiction. Et enfin, on part pour la Sibérie. Là-bas, dans des sociétés très patriarcales, certains chamans, des hommes très puissants, des intermédiaires avec le monde des esprits, prenaient la décision de vivre comme des femmes. Ils s'habillaient, parlaient et se comportaient en femmes. Pourquoi? Quel est le secret derrière ce choix? Bon, pour tenter de résoudre notre première énigme, celle du figuier nourrice, il faut d'abord comprendre comment les anciens voyaient les plantes. Et je peux vous dire que pour eux, un arbre, c'était bien plus que du bois et des feuilles. C'était une créature vivante, pleine de pouvoir. En fait, la clé pour comprendre ça, c'est d'oublier nos catégories bien nettes d'aujourd'hui. Pour nous, c'est simple. Une plante est une plante, un animal est un animal, point. Eh bien, pour eux, cette frontière était, disons, beaucoup plus poreuse. Les mondes se mélangeaient, s'empruntaient des qualités. C'était beaucoup plus fluide. Et c'est ça qui donne naissance à un concept fascinant, celui de l'arbre animal. Le figuier, c'est l'exemple parfait. Quand on coupe une branche, il en sort une sève blanche, épaisse, comme du lait. La ressemblance était tellement évidente pour les Romains et les Grecs qu'ils appelaient ça succus lacteus, ou même gala en grec, ce qui veut dire lait, tout simplement. Et attention, ce n'était pas juste une jolie image poétique, c'était une croyance très concrète. Il suffit de regarder cette représentation égyptienne. La déesse Isis n'est pas à côté de l'arbre, non, elle est l'arbre. Elle est ce sycomore, et elle allaite le pharaon directement de son tronc. L'arbre est littéralement une mère divine qui donne la vie et le pouvoir. Il y a un écrivain romain, Pline l'Ancien, qui a trouvé une formule géniale pour décrire ça. Il a écrit que ce suc laiteux, c'est la prime enfance du fruit. C'est magnifique, non? En gros, la sève, ce n'est pas juste un liquide, c'est le symbole du tout début de la vie, comme le premier lait d'un nourrisson. Et ça va même encore plus loin. On a carrément attribué un genre au figuier. Il avait une double personnalité, si on veut. D'un côté, il y avait le figuier cultivé, celui des jardins, qui était vu comme féminin, maternel, nourricier. Et de l'autre, il y avait le figuier sauvage, le figuier de bouc, qui lui était vu comme masculin, une force brute, sauvage, indispensable pour féconder l'autre. Ok, donc l'arbre peut nourrir, c'est une mère. Mais son pouvoir ne s'arrête pas là, loin de là. Pour beaucoup de cultures, sa vraie force, c'était sa capacité à relier les mondes. Imaginez, ses racines plongent dans le monde souterrain, le royaume des morts. Et ses branches, elles, grimpent jusqu'à toucher le ciel, la maison des dieux. C'était une véritable échelle cosmique. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve cette idée à des milliers de kilomètres de là, en Sibérie. Là-bas, l'échelle cosmique, l'axe du monde qui relie la terre, le ciel et les enfers, eh bien ce n'est pas le figuier, c'est le bouleau. C'est en grimpant symboliquement à cet arbre que le chaman pouvait voyager entre les dimensions. Alors, voilà pour les arbres, passons aux animaux. Eux aussi, ils servaient à organiser le monde, à tracer des frontières. Et ça va nous aider à résoudre notre deuxième énigme. Comment la mort violente d'un bœuf peut-elle être vue comme un acte sacré et consenti? En fait, la clé, c'est la différence fondamentale entre le sauvage et le domestique. Prenez le sanglier, c'est l'ennemi. Il sort de la forêt, il saccage les cultures. Le tuer, c'est une conquête, une victoire de l'homme sur la nature chaotique. Mais le bœuf, c'est tout l'inverse. C'est un partenaire, un collègue qui aile au champ. On ne peut pas le tuer comme un ennemi. Sa mort doit être autre chose, un échange, un rituel. Alors les Grecs ont inventé toute une mise en scène pour transformer cet acte. D'abord, on décorait l'animal, on le rendait beau. Puis, on lui jetait de l'eau et des grains sur la tête. Forcément, il secouait la tête pour s'en débarrasser, et ce mouvement était interprété comme un oui, un consentement. Au moment du coup fatal, les femmes poussaient un cri strident pour couvrir le bruit. Et voilà, la violence est masquée, et le meurtre devient un repas sacré, partagé entre les humains et les dieux. D'accord, donc le monde est vivant, il est peuplé de forces, de dieux, d'esprits. Mais alors, concrètement, comment on communique avec tout ça au quotidien? Comment on demande une faveur ou on pose une question?
C'est là que les rituels entrent en scène, comme des ponts vers ce monde invisible. La question pour ces cultures était vraiment pratique. Si la nature est vivante et puissante, comment on interagit avec elle sans tout dérégler, sans se mettre en danger? Et la réponse, presque partout dans le monde, a été la même, à travers des gestes précis, des offrandes, des prières, en un mot, à travers le rituel. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point ces rituels se ressemblent d'un endroit à l'autre. Prenons les arbres sacrés au Moyen-Orient, par exemple. Encore aujourd'hui, une pratique hyper courante, c'est de nouer un bout de tissu à une branche pour y laisser un vœu. On voit aussi des gens allumer des bougies, c'est assez fréquent. Et plus rarement, certains vont même planter un clou dans le tronc, comme pour y clouer une maladie et s'en défaire. C'est tout un langage gestuel pour communiquer. Mais quand il s'agissait d'une communication plus complexe, comme un voyage dans le monde des esprits, il fallait un équipement de pro. Le chaman sibérien n'avait pas juste un costume, c'était une véritable boîte à outils de navigation spirituelle. Son manteau, par exemple, avec ses pièces de fer, c'était comme un squelette qui le connectait à ses ancêtres. Sa coiffe en peau de hibou lui donnait la vision nocturne de l'animal. Mais l'outil central le plus important, c'était son tambour. Ce n'était pas juste un instrument, on l'appelait parfois Yaljil, le lac, parce que le chaman plongeait littéralement dedans pour attendre le monde d'en bas. Et c'était aussi son cheval. Le rythme du tambour, c'était le galop qui l'emportait dans son voyage vers le monde d'en haut. Et ce voyage au cœur du pouvoir chamanique nous ramène à notre dernière énigme, la plus déroutante. Pourquoi est-ce qu'un homme de pouvoir, un maître des esprits, abandonnerait son identité masculine pour vivre en femme? La réponse, c'est que c'était la transformation ultime. Chez le peuple Tchouktché de Sibérie, on appelait cette personne l'homme tendre. Et ce n'était pas son choix, c'était un ordre direct des esprits. L'idée, c'est que pour devenir un pont parfait entre le monde des humains et celui des esprits, il fallait d'abord devenir soi-même un pont entre les genres. C'était un sacrifice ultime qui conférait un pouvoir spirituel immense. Alors si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous raconte? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant cette ancienne carte du monde où tout, absolument tout, avait un sens? En fait, l'historien des religions Mircea Eliade a résumé ça à la perfection. Il a dit « Aucun arbre n'a jamais été adoré pour lui-même, mais toujours pour ce qui était révélé à travers lui, pour ce qu'il impliquait et signifiait. » Autrement dit, la nature n'était pas juste la nature. C'était un langage, un alphabet, une façon pour le sacré de se manifester. Et ça nous laisse avec une dernière question. Mais cette fois, elle est pour nous. Dans notre monde à nous, un monde cartographié par satellite, mesuré, quantifié dans ses moindres recoins, où est-ce qu'on trouve aujourd'hui nos propres bosquets sacrés?